des régions et les compétences des régions, etc. Est-ce que ça a une influence sur nos vies? Et puis surtout, est-ce que c'est politique? C'est quoi la politique menée? Essayer de comprendre un peu tout ça, parce qu'on nous parle souvent dans le discours politique ordinaire du millefeuille administratif. On a l'impression qu'il y a des compétences qui sont partagées, on ne comprend pas trop. On va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Donc merci les élus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas très, comme on dit dans le journalisme, parfois on dit concernant. C'est un truc où on se dit que c'est vrai qu'immédiatement on n'a pas forcément l'idée de bon, est-ce que c'est important ou pas. On est loin de. On avait fait les hôpitaux, les emplois aidés, là on voit clairement, c'est notre quotidien. Les régions, bon, c'est un peu plus compliqué. Et puis on va essayer de mettre ça en rapport aussi, voilà, quelles sont leurs compétences, quel est leur degré d'autonomie, et peut-être comparer ça à une situation qui en ce moment fait l'actualité, à savoir celle de l'Espagne, avec les revendications, non pas autonomistes, mais indépendantistes même de la Catalogne, enfin du gouvernement catalan maintenant en exil, il me semble. Et pour ça, donc, je suis comme d'habitude avec Thibaut. Bonsoir Thibaut. Je sais pas comment je te présente. Je sais pas si je te présente. Tu es déjà là. Si, doctorant en sciences politiques, enseignant à Sciences Po Lyon. Voilà. Et avec toi, j'ai contribué sur l'art de la campagne, de ça ensemble. Voilà. Et toi aussi, tu es Thibaut aussi. Et tu es aussi enseignant à Sciences Po Lyon? Oui, Thibaut aussi. Alors, et la diversité? Très partiellement, et surtout je travaille à la région, puisque je travaille pour un groupe politique, donc je suis au cœur des politiques régionales et donc des compétences régionales. Voilà, et d'habitude, c'est vrai que c'est un repère de gauchiste ici, mais ce soir, non, Thibaut, tu es à l'UDI, c'est ça? Exactement, je suis centriste. Voilà, on a du centrisme, on rétablit un petit peu voilà, un équilibre. Et Carla, toi, tu es catalane? Oui. Tu travailles ici un petit peu de temps en temps aussi? Non? Moi, j'habite à Lyon. Tu habites à Lyon. Et tu as des idées aussi, on va essayer de comparer la situation espagnole, la situation française, notamment du point de vue de, voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'accorder ou pas une autonomie aux régions. Et on va peut-être commencer par un gros mot qu'on a tous entendu, mais qui n'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Et un petit point historique avant d'aller plus loin, c'est quoi la décentralisation? Il y a un terme qu'on a tous entendu, décentralisation, mais ça veut dire quoi concrètement? Et quand est-ce qu'on a commencé à formuler cette doctrine de la décentralisation? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la France est un État extrêmement centralisé, où tout ce qui c'est sur des siècles, ça s'est construit Paris contre le reste du territoire, et Paris dominait le reste du territoire, et l'État avait quasiment toutes les compétences pendant très longtemps, mais il y a eu un mouvement, à un moment, qui a amené notamment les régions, mais pas seulement, à avoir plus d'autonomie. Alors c'est ridicule comparé à beaucoup de pays européens, hein, comparé à des États fédéraux, genre l'Allemagne, ou même comparé à l'Espagne, c'est ridicule. Nous, on a un État voilà, très 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 centralisé. Et est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, quand est-ce qu'elle est formulée cette doctrine, et quand est-ce qu'elle est appliquée pour de bon, parce que finalement c'est assez récent dans l'histoire de la République, cette histoire de décentralisation. Alors en fait, la décentralisation a commencé vraiment à naître suite à l'élection de François Mitterrand et l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, puisque c'est un concept qui avait été pensé déjà depuis quelques années par Michel Rocard et tout ce qu'on appelait à l'époque un peu la deuxième gauche. Et il partait du constat qui était le suivant, c'est-à-dire qu'à l'époque, la Ve République n'avait pas encore connu d'alternance politique. Vous aviez, depuis que ça avait été mis en place, des gouvernements successifs qui étaient de droite, un peu du centre parfois, mais souvent de la droite et du centre, ça on dit. Et donc, la deuxième gauche de l'époque avait imaginé qu'il fallait créer des contre-pouvoirs dans les territoires pour justement permettre peut-être des élus, des mouvements locaux. Et donc, la décentralisation avait été imaginée. Et logiquement, après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 81, c'est Gaston Defferre qui était à Marseille et le ministre de l'Intérieur qui avait été chargé, en tant que connaisseur particulièrement avisé des territoires, de mettre en place les premières lois de décentralisation qui, du coup, ont été mises en place par la loi de mars 1990. Mais il y a un double enjeu pour la deuxième gauche et les socialistes, qui est à la fois un enjeu idéologique parce que, je ne sais pas si vous connaissez la deuxième gauche, parce qu'on parle de Rocard, il y a une idéologie aussi qui vient du PSU, qui est celle de l'autogestion. Il y a quand même une idée de rapprocher la démocratie des gens pour aller vers plus d'autogestion et d'indépendance. Alors ça vaut dans les entreprises, mais ça vaut aussi dans les territoires de la République.
Et il y a quand même donc, cet enjeu idéologique qui est clair, mais il y a aussi un enjeu politique, stratégique, immédiat, qui va être de donner aussi à toute cette gauche qui sent, par exemple en 77, elle sent qu'elle va gagner les élections législatives de 79. Tout le monde le sent, ça inquiète d'ailleurs énormément, et, parce que c'est une gauche, d'ailleurs aujourd'hui on dit la gauche, on sort de Hollande et tout, mais il faut voir ce que c'est la gauche à l'époque. Il faut imaginer une gauche qui n'a jamais été au pouvoir, une gauche qui fait on parle du Parti Socialiste par exemple, qui fait un programme commun avec le Parti Communiste Français, qui pèse encore assez lourd, donc il y a encore l'URSS, donc on peut se demander quelle va être la place des communistes dans ce gouvernement, puis pourquoi pas quelle va être la place de l'URSS. C'est-à-dire que les fantasmes, aujourd'hui ça nous paraît ridicule de s'imaginer que la droite avait un fantasme de si on élit François Mitterrand, il y aura des chars russes dans Paris. Mais à l'époque, c'est un fantasme assez partagé par une partie de la droite et des conservateurs. Donc, dans ce contexte-là, où en 79, ils se disent la gauche peut arriver au pouvoir, ce qu'il y a, c'est que la gauche n'est pas forcément très implantée, il manque aussi de postes d'élus. C'est l'idée aussi de la décentralisation, ça peut être aussi de dire donnons à tout ce tissu militant des ancrages et des postes d'élus. C'est important aussi ça. Tout à fait, et c'est pour ça qu'à mon avis, le président Mitterrand avait à l'époque voulu confier à Gaston Defferre, qui était le grand baron socialiste local en France, la tâche de constituer, d'élaborer cette loi de décentralisation. D'autant plus que le PS est un parti qui est un parti d'élus et un parti de barons. Et à mon avis, alors je ne sais pas, il faudrait le vérifier, je ne sais pas si tu as des choses à dire là-dessus, mais à mon avis, le fait de vouloir décentraliser, avoir plus de pouvoir pour les régions, les départements, les communes, parce que c'est un parti qui est très implanté localement, c'est puisqu'on ne peut pas accéder aux hautes responsabilités de l'État, autant qu'on demande à ce que le pouvoir soit délégué aux régions, là où on a le pouvoir, pour qu'on puisse faire quelque chose, et ensuite, stratégiquement, proposer, dire aux prochaines élections présidentielles ou législatives, nous dans nos régions on a fait ça, et donc ça on peut le mettre au niveau de l'État, et la décentralisation permet de faire ce genre de choses. Tout à fait, et puis déjà à l'époque on voit quand même émerger une coopération européenne de plus en plus renforcée. On voit qu'à côté de nous on a des pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, ça a été dit, même le Royaume-Uni, qui sont des États dans lesquels les collectivités ont beaucoup plus de compétences que nous. Et là, Mitterrand se dit à un moment, il a une phrase très juste qui dit « L'État a eu besoin de centralisation pour se faire, et il a aujourd'hui besoin de décentralisation pour ne pas se défaire. » Et finalement, pour éviter d'avoir des velléités de toutes parts trop autonomistes dans un premier temps et indépendantistes, pourquoi pas dans un deuxième temps, il fallait envoyer un geste envers les territoires, et c'était aussi l'objet des lois de décentralisation. On en était où dans les années, donc au début des années 80, au niveau des revendications autonomistes en France? Les Basques, les Corses, et les Bretons. Les Bretons. C'était des mouvements politiques constitués, il y avait des armes chez le TA, il y avait des armes... Là, franchement, je te dis une bêtise si je répondais à la question. D'accord, ok, ne dépassons pas ton domaine d'expertise. Bon, donc 82 surtout peut-être, loi de décentralisation. Qu'est-ce qu'on donne comme compétences à ces régions qui avant relevaient de l'État? Plusieurs blocs de compétences, et l'idée c'était vraiment de donner des compétences par bloc, ce qui a été si bien fait puisqu'on a donné les lycées aux régions, les collèges aux départements et les écoles élémentaires et primaires et élémentaires à la commune. Donc déjà on éclate le bloc éducation, donc on a su tout de suite qu'on prenait un mauvais chemin. Mais sinon l'idée c'était de donner plutôt le spectre économique aux régions, le spectre social au département et le spectre proximité immédiate à la commune, ce qui était à l'époque du moins plutôt logique. Aujourd'hui, avec l'émergence notamment des intercommunalités, on y reviendra tout à l'heure, mais ça a vocation sûrement un peu à changer. Qu'est-ce qui change au niveau de la prise de décision? Parce que quand tu dis que par exemple sur le collège, le lycée, etc., on va déléguer à la région, donc on est d'accord qu'on délègue uniquement le fonctionnement administratif. Par contre, les prises de décision sur tout ce qui est programme, recrutement de profs, etc., c'est des choses qui sont faites au niveau de l'État. Et là, par contre, on ne change pas du tout, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays d'Europe, où là, pour le coup, il y a des concours régionaux ou de landes, et tu ne peux pas passer d'un land à un autre si tu ne passes pas le concours du land ou de la région. Donc, on est d'accord que la décentralisation, c'est d'abord et avant tout, on va déléguer le fonctionnement des institutions et non pas la prise de décision de qu'est-ce qu'il y aura dans le contenu des programmes et tout ça et sur les autres. Tout à fait. Et en fait, le point majeur entre un État centralisé
comme est la France, un État unitaire comme peut l'être l'Allemagne, c'est que dans les États centralisés, tout ce qui est du domaine fonctionnel va être délégué effectivement aux collectivités, et ce qui va rester le régalien, tout ça reste au niveau de l'État, on parle d'État central si on parle d'État fédéral, mais du moins, entre guillemets, chez nous, on dirait à Paris. Et alors, comment ça se passe en Espagne, du coup? Quel est le degré d'autonomie? Parce que nous, on voit bien que chez nous, c'est très centralisé, on a parlé d'éducation nationale. Quel est le degré d'autonomie des provinces espagnoles? Bon, en Espagne, les régions, ils s'appellent communautés autonomes. Alors, ça veut dire que chaque région a son autonomie. Mais chaque région a son statut d'autonomie différent. Alors, ça dépend de la région. Ils ont plus de choses qu'ils peuvent choisir eux-mêmes ou pas. Donc il y a un contrat passé presque avec chaque région pour dire, par exemple, reprenons l'exemple de l'éducation, il y a des endroits dans lesquels ils ont leur éducation à eux et d'autres dans lesquels ils n'ont pas forcément leur programme. Enfin, les programmes peuvent différer. Comment ça se passe? Pas exactement, parce que bon, l'éducation, il y a des choses que il y a les lois pour tout le pays, mais après pour s'organiser, oui, dans chaque région, on s'organise différemment. Par exemple, en Catalogne, on a notre police, le Mossos d'Esquadra, et pas dans toutes les régions, il y a ça. Et ça dépend, ouais. Et par exemple, on a commencé à en parler, et on va commencer par voir en Espagne comment ça se passe. Cette autonomie, elle repose aussi sur une autonomie budgétaire. Ils doivent avoir leur propre budget. Alors, est-ce qu'ils collectent l'impôt? Moi, je ne sais pas du tout comment ça marche. Est-ce qu'ils collectent un impôt? Quelles sont les sources de financement de cette autonomie? Vraiment, la seule région qui a beaucoup plus d'autonomie économiquement en Espagne, c'est le Pays Basque. Et le reste, bon, l'argent arrive à Madrid, au gouvernement central, et après, ils font les répartitions comme ils croient. Donc on paie ses impôts nationalement, puis ensuite il y a des transferts qui vont de l'État central vers les régions, et leur budget vient en fait de l'État central? Oui, ils contrôlent le budget. D'accord, ok. Et alors, quand on a accordé des nouveaux pouvoirs aux régions dans les années 80, qu'est-ce qu'on leur a donné comme budget? Est-ce que l'État leur donnait des choses, ou est-ce qu'on leur a aussi donné des compétences fiscales pour lever leur propre budget? Alors, c'est tout le problème, c'est-à-dire que l'État transfère de plus en plus de compétences, mais transfère de moins en moins d'argent et de ressources affectées à l'exercice de ces compétences. Donc, il y a des collectivités aujourd'hui, vous prenez les départements, il y en a certains qui sont au bord de la faillite, il y en a certains qui l'avaient médiatisé. Je me souviens que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui est un des départements les plus endettés de France, avait menacé en disant, écoutez, on est au bord de la banqueroute et je ne sais pas quand je vais pouvoir payer les agents territoriaux à la fin du mois. Et il y avait une vraie question que le département de la Seine-Saint-Denis puisse faire faillite. Donc le contexte il est très délicat et les collectivités doivent s'adapter. Donc il y a la ressource fiscale elle-même, parce que par exemple vous prenez les régions, le seul levier que vous avez, c'est d'augmenter les impôts sur les cartes grises. Donc c'est maigre. Quand on se dit que vous recevez votre feuille d'impôts locaux, la commune prélève quelque chose, la taxe d'habitation, l'intercommunalité, les syndicats divers et variés peuvent vous prélever de l'argent, mais la région ne peut pas lever un impôt demain pour assumer l'exercice de ses compétences. Donc l'essentiel de ces ressources provient des dotations de l'État qui baissent. Et là, récemment, c'est un engagement de Manuel Valls, et le gouvernement d'Édouard Philippe a maintenu cet engagement, c'est de transférer aux régions une fraction de TVA. Donc l'intérêt, c'est-à-dire plus votre région est dynamique, plus vous impulsez grâce à votre compétence de développement économique une politique incitative à la consommation, et plus en retour vous allez récupérer une fraction de TVA. Mais c'est pas significatif et c'est largement insuffisant au regard des compétences qui sont transférées. Comme vous voyez que les régions viennent de récupérer par exemple la compétence transport urbain de voyageurs, transport scolaire au département, c'est colossal et le financement est pas assuré.
Et en plus, les régions, elles sont obligées de... Enfin, il y a des obligations qui sont... Elles ne peuvent pas dire, ce truc-là, on va plus le gérer, la région d'à côté, il le gère, et comme on n'a plus de budget, il y a encore des éléments qui sont d'égalité, en fait, sur tout le territoire. Donc, peu importe le budget que tu as, il faut que tu sois obligé d'avoir tel truc et tel truc. Et du coup, admettons, je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, s'ils ne payent pas, il se passe quoi? Ou s'ils ne peuvent plus mettre en place un service public efficace, d'égalité sur tout le territoire, avec l'idée de tous les citoyens sont égaux, peu importe le territoire sur lequel ils sont. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce que les élus peuvent sauter? Est-ce que l'administration elle est mise sous tutelle ou pas? Comment ça marche? C'est le préfet qui récupère, qui exerce la tutelle sur enfin, pas exercer la tutelle. Le préfet, donc l'État. Et donc l'État qui administre à la place de... Donc on reviendrait sur ce qui se faisait avant 82. Avant 82, d'accord. Ouais, donc c'est un peu ça. Pour mauvaise gestion. Alors on va peut-être faire l'acte 2 du coup de la décentralisation qui arrive avec Raffarin. Raffarin qui a publié un bouquin sur la décentralisation, qui est un des bouquins les moins bien vendus de... C'est pour ça que je disais, c'est pas un sujet passionnant. J'avais lu un article sur les soutiens politiques qui avait fait le plus de bides au monde, genre il a vendu 120 exemplaires de son truc sur la décentralisation, Raffarin. Mais bon, il a fait la décentralisation, il a poursuivi ce mouvement de décentralisation, dont on voit bien qu'il est commun avec il est synchrone avec la construction européenne. On y viendra plus tard. Mais qu'est-ce qu'il installe, Raffarin, en 2003, 2005, dans ces années-là? En gros, l'idée de l'acte 2 de décentralisation, c'est consacrer dans la Constitution le fait que la République française est décentralisée. On reconnaît la République une, indivisible, son organisation est décentralisée. Tout simplement qu'on ne peut plus revenir en arrière. Déjà. Puisque ce qu'une loi a fait, une autre loi peut largement le faire, ce qu'une loi constitutionnelle a fait, c'est beaucoup plus dur à le faire. Fameuse hiérarchie des normes. C'est la question de la hiérarchie des normes, exactement. Et l'intérêt de cette loi de décentralisation, elle crée aussi des collectivités à statut particulier. On voit, c'est aussi une question, pas d'accorder plus ou moins d'autonomie, mais un peu quand même, puisque la Corse, les territoires d'outre-mer, communautés d'outre-mer, etc., sont des collectivités à statut particulier, comme l'est aujourd'hui par exemple la métropole de Lyon. Et on a un peu, si vous voulez, commencé à ouvrir cette boîte de Pandore qui permet d'adapter la loi aux particularismes locaux. Et c'est sûrement aussi une des raisons pour lesquelles la décentralisation fonctionne encore et continue de fonctionner. D'accord. Donc, ce deuxième mouvement, moi j'ai une question qui est toute bête. Le Rocard et compagnie, la deuxième gauche, on est assez d'accord pour dire que c'est la gauche de droite. Voilà. C'est ce que disent les gens de gauche, je ne sais pas ce que disent les gens de droite. Bon, pour moi en tout cas c'est la gauche de droite. En tout cas, Raffarin et la droite, c'est la gauche. De toute façon, quand tu as commencé Rocard et compagnie, je le voyais venir. Je me suis dit, tiens, il va dire eux, ils sont de droite. Voilà, bon, c'est la gauche de droite. Je te connais pas. Pour moi en tout cas. Mais ensuite, Raffarin. Pourquoi la droite adore la décentralisation? La droite, elle a mis très longtemps à adorer la décentralisation. Pourquoi maintenant c'est le... C'est vrai que oui, en effet, ça vient de la droite de la gauche, mais ça vient de la gauche. Ça vient de la gauche. Ensuite, la droite la reprend tout à fait à son compte et le fout dans la Constitution. Pourquoi? Alors, Raffarin, il est de droite, mais il est très centriste, Raffarin, puisqu'il fait partie de cette mouvance centriste issue de l'UDF, de la démocratie libérale, et dans l'ADN des centristes, même je sais pour vous en parler, la décentralisation occupe une place extrêmement importante. Et l'Europe. Et l'Europe. Et décentralisation et Europe, ça fonctionne très bien ensemble. C'est même, à mon avis, un des enjeux majeurs du XXIe siècle, c'est renforcer la coopération entre les régions de l'Europe. Et c'est ce qui a un peu été fait, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, avec l'acte... Enfin, on ne va pas parler d'acte 3, mais au moins les lois de décentralisation du précédent gouvernement, avec la fusion des régions. Du coup, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. On était sur pourquoi c'est de droite, la décentralisation. Pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qui fait que... Alors, est-ce que c'est une volonté qui était très forte? Bon, quand je dis la gauche de droite, c'est une gauche qui est obsédée qui se construit, la gauche de Rocard, dans l'antitotalitarisme aussi. Et donc qui a dans son logiciel l'autogestion contre l'État. L'État qui est vu comme potentiellement, je sais pas, totalitaire, méchant, méchant, concentre tout, les pouvoirs, soviétique, quoi. C'est ça. Il est vu comme ça.
Et donc dans cette gauche anti-étatiste, ou presque, il faut savoir qu'il y a d'autres courants à gauche à ce moment-là qui adorent l'État, qui nous en foutent partout. Donc, ou nationalisés, par exemple, quand Mitterrand arrive au pouvoir, il y a des trucs qui sont nationalisés à balle. Eux, c'est pas exactement leur doctrine. Non, Donc, alors pourquoi la droite c'est une bonne question, mais il me semble que c'était Bonaparte, qui est pourtant pas tout à fait de gauche, qui disait qu'on gouverne bien de loin, mais qu'on administre bien que de près. Et finalement, l'idée de la décentralisation, c'est ça. Et cette idée, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment de gauche. Mais toi, tu dis on administre bien. C'est quoi bien? Tu vois, bien administrer, c'est la question de dire qu'il n'y a que dans la proximité qu'on se rende compte que de ce qui est bon pour le territoire et ce qui est moins bien. Mais on peut faire aussi de la déconcentration plutôt que de la délocalisation, plutôt que de la décentralisation. Oui, je pense que c'était d'ailleurs plutôt l'idée de Bonaparte au départ, mais la déconcentration. Expliquer déconcentration. C'est ce que je veux dire. Peut-être que sinon ils vont se déconcentrer eux. Alors la différence entre décentralisation et déconcentration. Alors c'est très simple, la déconcentration, c'est l'État central qui crée un relais à la périphérie. Donc tout simplement, l'agent décentralisé qu'on connaît tous, c'est le préfet. Le préfet, c'est le représentant du gouvernement dans un territoire. Le préfet, c'est un agent déconcentré de l'État. Le président du conseil régional, il est issu d'une collectivité qui s'administre toute seule, donc c'est la décentralisation, tout simplement. Donc c'est pas pareil. Donc quel est l'intérêt pour des gens qui ont en tête une obsession européenne aussi, de la construction européenne? Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est pas de grignoter l'État, de grignoter au fur et à mesure des compétences d'un État qu'ils ont vu comme trop important? Et du coup, ça va aussi dans la logique de la construction européenne, où des pouvoirs sont au fur et à mesure grappillés à l'État, soit par l'Europe, l'Union européenne, soit par les régions, et on se retrouve avec un État qui se fait grignoter des deux côtés. C'est ça l'idée peut-être aussi. Alors peut-être, mais ce qui est certain, c'est que les régions françaises, elles ont vu au fur et à mesure tous leurs homologues européens gagner en autonomie. Les Länder allemands, les communautés espagnoles, les régions italiennes ont beaucoup plus d'autonomie que les régions françaises. Pour développer des partenariats et être, j'allais dire, l'équivalent de ces régions, il fallait qu'elles aient plus de poids, plus de compétences, et donc plus importantes. Je pense que c'est le moment de faire la transition avec les lois de 2015. Et l'idée de faire des grandes régions, on passe de 22 à 13 régions, 13 ou 14 régions. On a aujourd'hui des régions françaises qui sont l'équivalent en termes de nombre d'habitants, nombre de PIB, des régions européennes. Même si la carte a été faite en dépit du bon sens, on se retrouve avec des régions comme je crois que c'est la région centre, il y a 2,5 millions d'habitants, nous on a 8 millions d'habitants. PIB de la région centre, ça doit être 40 et quelques millions, peut-être un peu plus, je crois que je vais pas dire de bêtises. 60 milliards de PIB pour la région Val-de-Loire et 240 millions pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça a été fait en dépit du bon sens parce qu'il y avait des équilibres politiques à devoir respecter, que si tel président de région était copain avec le président de la République et qu'il voulait garder sa région sans la fusionner, je sais pas le mécano dans lequel ça a été fait, mais au moins on a moins de régions, donc des régions plus peuplées, plus solides économiquement et qui peuvent être des vrais moteurs. Et aujourd'hui, quand vous prenez il y a une association qui s'appelle les 4 moteurs de l'Europe, dans laquelle vous avez la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Lombardie, la Catalogne et le Bas-du-Mer. Au moins, c'est 4 régions qui peuvent parler d'égal à égal sur tous les plans. Et c'est comme ça que les régions françaises vont vraiment rentrer dans la construction européenne, et il ne fallait pas louper le coche. Mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire une révision constitutionnelle et abandonner l'idée de centralisme d'État? Parce que tu prends des exemples, tu dis l'Allemagne, dans la Constitution c'est fédéral, l'Espagne c'est une monarchie mais qui est régionaliste, la Suisse aussi c'est des cantons, donc on peut dire que c'est des régions, il y a quoi, la Belgique aussi, c'est une monarchie mais pareil, c'est 2 grosses régions. Est-ce que tu penses que... Comment ? 3 régions. Wallonie-Flandre et Bruxelles-Capitale. Ok, 3 régions. Du coup, tu penses pas que le problème, il vient plus du fait qu'on a une constitution qui est plus du tout à jour, plutôt que faire à chaque fois des révisions constitutionnelles et finalement, en fait, comme tu disais, de faire des regroupements qui sont finalement des regroupements politiques. Et en gros, c'est du découpage de cartes électorales pour qu'ensuite les partis ce qu'on appelle les partis de gouvernement, c'est-à-dire PS, Centre et les Républicains MP, en fait se le partagent à chaque fois. En fait, il n'y a jamais vraiment rien qui change. Et je ne sais pas si
si c'est clair ce que je raconte, mais ouais. Non, mais il y a un truc qui m'a frappé, c'est que tu as cité la Belgique et la Suisse, qui sont deux pays assez particuliers, puisqu'il y a plusieurs langues qui sont reconnues dans ces pays. En plus, ouais. Nous, on a quand même l'unité de la langue qui est parlée partout sur le territoire, et ce qui, à mon avis, crée aussi une sorte de forme d'identité, et qui fait qu'on n'a pas besoin d'élargir cette autonomie en reconnaissant plusieurs autres langues. Il y a les dom-toms, et notamment, il me semble que c'est pas la Nouvelle-Calédonie qui va être autonome. Ouais, voilà. Donc, ouais, on parle pas tous la même langue, justement, et la question des dom-toms revient au goût du jour en disant. J'avais lu un truc là-dessus, il me semble que c'est dans le bouquin de. N'importe quoi. Ok, je reprends, c'est fini. Non, c'est dans le bouquin que je conseille de David Driver qui s'appelle Bureaucratie, où justement il parle de ça. Il dit que dans les dom-toms, en France notamment, il y a un problème entre les habitants et l'administration, parce que les habitants parlent la langue, leur langue à eux, et en fait l'administration doit parler français. En fait, du coup, ils se comprennent pas et ça pose des problèmes, et du coup, tout un tas de. Mais c'est pour ça que les dom-toms ont déjà un statut particulier dans la Constitution. Et que je ne suis pas sûr qu'il faille aller au-delà. Le cas de la Nouvelle-Calédonie est un petit peu à part. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça fera l'objet d'un référendum. Mais sinon, j'allais dire, dans la mesure où on reconnaît un statut particulier pour les dom-toms, je ne suis pas du tout convaincu qu'on ait besoin d'aller plus loin. Et à mon avis, la 5e République, elle fonctionne très bien. Bon, nous, on a pour ce qui est des... C'est vrai que ce à quoi on voit qu'un territoire fonctionne bien, c'est qu'il accepte les transferts. À mon avis, c'est ce qui fait aussi que l'Union européenne ne fonctionne pas et que c'est le prochain enjeu pour la construction européenne, mais pour moi, c'est inatteignable. D'arriver à faire des transferts, ça va être très difficile. Donc des transferts d'argent, c'est-à-dire accepter qu'un Breton accepte de payer pour un gars de la Creuse. Pour ça, il faut qu'il y ait un sentiment que la Bretagne et la Creuse, c'est pareil, c'est la France. Et c'est pas du tout gagné dans un certain nombre de... Par exemple, vous n'allez pas demander aux Allemands de payer pour les Grecs. Vous n'allez pas demander aux Polonais de payer pour les Ukrainiens, ou je sais pas quoi. Mais bon, souvent dans les luttes d'indépendance, cette question revient. Et c'est sur les transferts et sur l'impôt que finalement l'accrochage a lieu, et c'est ce qu'on trouve souvent. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est en Catalogne ? Est-ce que c'est si moteur que ça, cette histoire que oui, la Catalogne c'est une région très riche et elle paye pour le reste de l'Espagne ? Oui, en Catalogne, le PIB de l'Espagne, la Catalogne, ça représente à peu près le 20%. C'est une des régions les plus riches. Mais après, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, le budget, c'est le gouvernement qui décide où est-ce que ça va l'argent. Alors, nous, on donne notre partie et après, on ne reçoit pas proportionnellement. Ouais. Mais c'est central dans les discussions, ça, sur l'indépendance, ou ce sont les questions identitaires qui sont premières ? C'est une des choses, parce que ça fait longtemps que ça fonctionne comme ça. C'est une des choses. Ouais. Alors pourquoi ça passe plus ? Ça passait, ça passe plus. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ne marchent pas dans la Catalogne par rapport au gouvernement central. Et c'est pour ça que maintenant, on a dit... avant, on avait envie d'être indépendant, pas mal de monde. Je ne dis pas le 100% des Catalans, hein, mais pas mal de monde. On avait envie, mais pour certains, c'était une sorte de rêve. Maintenant, les dernières années, on a besoin d'être indépendant. Alors pourquoi c'est devenu une crise politique ? Ça a été quoi les déclencheurs de ces dernières années ? Bon, par exemple, là, en 2006, on a signé un nouveau statut d'autonomie. On a fait un référendum pour dire si on était d'accord ou pas. Et on a signé ça. Et après signer ça, après voter ça, le gouvernement a commencé à changer tous les statuts d'autonomie. Bam, 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 bam. Il nous a quitté pas mal de choses que normalement on avait le droit d'avoir. Donc c'est la violence de l'État espagnol face aux velléités qui étaient peut-être plus des velléités de davantage d'autonomie. L'État réagit de manière autoritaire ou violente, et c'est ça qui aurait cristallisé aussi finalement et rendu une colère plus légitime, plus politique.
complètement, il y a ça. Après, il y a on a en Espagne, il y a un gouvernement de droite et il y a pas mal d'histoires de corruption. La droite populaire espagnole, là. Ouais, mais des choses que c'est incroyable. Ah oui. On ne comprend pas pourquoi ils sont pas en prison et ils sont en train de gouverner. À côté de Cahuzac, c'est du pipi de chat. Enfin, Cahuzac, c'est du pipi de chat à côté de la droite pop espagnole, quoi. Oui, après, tu vois, il y a un des cas les plus connus de corruption du PP, c'est le parti de Rajoy. Ouais. Où les dernières années, quand quelqu'un devait aller déclarer, il apparaissait mort. Il y a déjà, je ne sais pas si 11 ou 12 morts, après un tribunal brûlé avec un incendie, on ne sait pas pourquoi. D'accord. Et on voit des choses que, normalement, on voit dans les films. Le film de mafia. Ouais, mais de mafia, moi, si je vois un film comme ça, je dis, c'est trop, ils sont en train d'exagérer. Et non, c'est le gouvernement espagnol. Alors, nous, on peut plus. En plus, ils sont en train de dire le mensonge des Catalans, mais ça vient de longtemps. Nous, on dit que Franco, il n'est pas mort. C'est-à-dire, parce que là, on peine à comprendre. C'est-à-dire, ces derniers 40 ans, normalement, la Catalogne avait un statut d'autonomie, on pouvait gérer notre route, on pouvait reparler le catalan parce que avant c'était interdit complètement. Ouais. Castillon. C'est ça, vous devez parler castillan, pas catalan. Oui, on devait parler l'espagnol et pas le catalan. Ouais. Et là, j'ai parlé. Tu disais Franco de retour, enfin Franco est toujours là, ça veut dire que l'État madrilène. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de personnes dans le gouvernement, même par exemple la vice-présidente du gouvernement, elle est la fille d'un général qui travaillait avec Franco, qui a ordonné les derniers fusillades en Espagne. En plus, si quelqu'un va dans la rue, dit Franco et tout, c'est pas interdit. Ouais. En Allemagne, on ne peut pas dire Hitler. Et ici, je crois qu'ici, il y a vraiment le problème. Parce que on n'a pas fini. Normalement, on dit qu'on est en démocratie, mais on n'a pas... Beaucoup des cadres du franquisme se seront reconvertis dans la République renaissante, un petit peu comme en Russie, les cadres du KGB ou je sais pas quoi se sont reconvertis après dans le. Ouais. Dans et en plus, on a le roi. Oui, c'est ça, c'est et toute sa famille. C'est ça, c'est que c'est une monarchie et que le roi a été mis en place pour justement garder le monopole et l'Espagne, moi ce que j'ai pu lire sur le sujet, et garder toutes les régions d'Espagne unies autour de la figure du roi et vous laisser d'autonomie mais pas trop quand même. Ouais, le catalan on comprend pas à quoi ça sert un roi. Ah d'accord, en plus, oui, en plus il y a cette histoire de monarchie, ça crispe aussi les Catalans. Oui, nous on est complètement républicains, hein, ouais, les Catalans historiquement, ouais, non, on ne veut pas de roi. J'ai une question, et les autres régions, comment est-ce qu'elles réagissent face à ça? Enfin, quand elles voient ce qui se passe en Catalogne, est-ce qu'elles comprennent? Est-ce qu'elles disent bah non, il ne faut pas qu'ils partent? Est-ce qu'eux aussi ils ont des envies d'autonomie ou pas du tout? Comment ça fonctionne? Parce que comme tu l'as dit, il y a vraiment l'idée d'identité forte dans les régions et on sait très bien que la construction identitaire des peuples, elle joue beaucoup sur les décisions politiques, sur les décisions économiques, etc. Et du coup, là, la question c'est ça, c'est comment les autres régions réagissent? Est-ce qu'elles réagissent je sais pas, de façon à de dire bah voilà, nous on gagne pas assez on n'est pas une zone économiquement forte, du coup il faut pas qu'ils partent parce que sinon on est dans la merde, ou alors ils disent bah ils ont raison mais nous on n'a pas assez de poids économique donc on ne va pas le faire, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur la bonne gestion entre guillemets des régions, savoir est-ce que c'est l'identité qui prime ou pas. Donc les autres, en gros, est-ce que c'est une faillite totale de l'État espagnol?
Est-ce qu'il risque d'y avoir d'autres demandes de sécession parce que l'État espagnol est manifestement à la fois corrompu, de droite, tout ce que vous voulez. On va faire le jeu des boîtes. Pour l'instant, ça ne risque pas que quelqu'un demande l'autonomie, l'indépendance complètement. Il y a des régions que oui, peut-être ils aimeraient bien le faire, mais pas pour l'instant. Par exemple, le Pays Basque, il est avec nous, il nous soutient, mais par rapport à ce que tu m'as demandé, le reste de l'Espagne, c'est pas facile de voir qu'est-ce qu'ils pensent pas, parce qu'en plus, ils n'ont pas les bonnes informations. On doit dire qu'il y a pas mal d'années que les médias espagnols sont complètement manipulés pour l'État, pour le gouvernement. Alors, parfois, je fais l'exercice de voir une télé catalane ou, par exemple, la BBC, pour dire « Ah non, c'est pas que nous, on dit des choses bizarres. » Non, la BBC. Et j'ai fait la comparaison avec une télé espagnole ou un journal espagnol. Et j'ai dit, mais c'est pas du tout la même chose. Et on parle d'une chose qui s'est passée. Et c'est complètement manipulé. Alors, ça fait des années que dans l'Espagne, il y a l'histoire de dire les Catalans, ils sont égoïstes, ils veulent l'argent pour eux, ils détestent les Espagnols. Au contraire, nous, on est très fiers d'être historiquement une terre d'accueil. Dans la Catalogne, il y a du tout. Évidemment, il y a des racistes, hein, parce qu'il y en a dans tous les endroits, mais il y a du tout. Alors... c'est vrai que, vu de France, alors en France, il y a eu des réactions qui ont été... alors tout le monde marchait un peu sur des œufs, tout le monde ne savait pas forcément où se placer, voilà, la France Insoumise... Même à gauche, ce que j'allais dire, même à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, si on commence à dire oui, c'est cool qu'il y ait des régions qui déclarent leur indépendance, bon, chez nous, c'est pas du tout notre tradition, on est vraiment sur un truc comme ça. Et du coup, il y a eu l'argument qu'on a beaucoup entendu, pour revenir sur le jeu des boîtes, c'est les indépendantistes, ils sont de droite. Et d'autres diront à l'inverse, il y a de nouvelles revendications démocratiques, un besoin de démocratie plus horizontale, de démocratie réelle, démocratie réelle, je ne sais plus comment on disait, et un besoin de démocratie dans toute l'Europe, un souffle vraiment dans toute l'Europe, dont en fait les demandes d'indépendance ne seraient qu'une expression, qu'une forme d'expression pas très éloignée de celle des occupations de place, etc., d'un besoin de vraie démocratie. Et parfois, ce besoin de démocratie se fait en contestant une autorité étatique lointaine et en demandant une indépendance. Donc, en ce sens, on pourrait voir ça aussi comme un mouvement de gauche. Alors, nous, on aime bien les boîtes, on aime bien catégoriser. C'est quoi actuellement? Déjà, le Parlement catalan, il est composé de qui, de quoi? Et est-ce que, pour toi, ça s'inscrit du coup dans... Est-ce que la composante identitaire, qui peut être parfois réactionnaire, est forte, mais est-ce que la composante démocratique de on veut plus de démocratie, on veut une démocratie qui se rapproche de nous et qu'on puisse prendre en main, est forte aussi? C'est quoi pour toi? Elle est où la balance, à peu près? À vue de nez, hein, parce qu'il n'y a pas de réponse. Bon, les dernières années, il y a eu des coalitions justement pour ça, pour l'indépendance. Alors, dans droite et gauche. Ouais. Dans le gouvernement, il y a PD4 qui est pas du tout à gauche. Et Esquerra Republicana de Catalunya, c'est gauche, républicaine de Catalunya. Ça, je connais ça. Et ils se sont mis ensemble et ils s'appellent Junts pel Sí, Ensemble pour le Oui. Et c'est eux qui ont gagné. Et c'est pour ça, le président Puigdemont, c'est de PD4 et le vice-président Oriol Junqueras, c'est d'Esquerra. Alors, pas de problème, parce que là, le but, c'était faire ce référendum, être indépendant, et après, voter, faire des autres élections, et nous, on va décider avec qui c'est
Parce que moi, j'aurais jamais voté Puigdemont. Mais là, ouais. D'accord, allez, c'est particulier une situation. Ouais, c'est vraiment... On va, je pense, un peu revenir sur la France et l'Europe aussi. Georges, j'ai une question sur ça, sur la France et l'Europe Eh ben, et les régions. oui. Parce que tout à l'heure, tu dis oui, on va faire l'Europe les régions, on parle beaucoup de régions européennes. Et la question que je me pose, alors je sais que la Commission européenne et l'Europe a condamné, a dit c'est très bien, Madrid, péter la gueule aux gens qui veulent faire des référendums, machin. Mais est-ce qu'on n'assiste pas justement avec ces processus de décentralisation en France, avec cette envie d'autonomie de certaines régions, de l'effacement justement des nations et de l'État-nation, qui est quand même le fondement historique de comment est-ce que l'Europe s'est construite. On arriverait du coup à une Europe des régions, et en fait ce serait, pour parler de transferts, les transferts se feraient entre régions, et en gros, on parlerait un globish, on mettrait l'espéranto. Oui, ou moins. Entre régions, je pense. Je sais pas, je pose la question. L'Europe des nations, c'était, à mon avis, la vision du XXe siècle. À l'époque où les mobilités n'étaient pas celles d'aujourd'hui, les réseaux n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, et les barrières de la langue étaient des vraies barrières, des vrais murs. Aujourd'hui, l'Europe des régions, ce sera une réalité parce que les régions ont de plus en plus d'autonomie. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que plus on donne de l'autonomie, plus on en veut, et plus on arrive à la question, comme tu disais, de l'indépendance. Et la question de la Catalogne, aujourd'hui, pour l'Europe, elle est cruciale. Et c'est un énorme problème qui se pose, une énorme question, au moins. Si l'Europe, qui est pour l'instant assez hostile à l'indépendance de la Catalogne, l'Europe au sens Union européenne du terme, institution, si l'Union européenne change d'avis sur l'autonomie de la Catalogne et devient pro-indépendance, ou même fait un pas en arrière sur ce refus d'indépendance, ça va ouvrir une période d'incertitude assez passionnante à suivre, mais assez incertaine. Parce que dans ma question, je sais que par exemple la métropole de Lyon, Colomb, à l'époque où il n'était pas encore ministre de l'Intérieur, disait voilà, je veux que Lyon soit une capitale européenne. Donc là, on est là-dedans et la métropole participe aussi de ce truc-là. Et après, si on regarde comment les décisions politiques sont prises, ça va toujours dans l'intérêt de ce que défend l'idéologie européenne, du productivisme, etc. Oui, alors moi j'ai une question du coup de marxiste aussi. Il y a quand même l'idée dans la construction du marché européen, de construire une concurrence européenne. Mine de rien, cette idée est aussi présente dans la décentralisation, en accordant des compétences économiques aux régions. On met en concurrence les régions qui se retrouvent à faire tous des appels du pied aux mêmes boîtes pour qu'elles installent leur siège chez eux plutôt que chez les autres, en créant des... Je sais pas s'ils ont la compétence de créer des zones franches, de faire des choses comme ça. Voilà, quelles sont les compétences? Parce que là, on comprend très bien pourquoi, je te posais la question récemment tout à l'heure, mais on comprend très bien pourquoi le capitalisme a aussi un intérêt enfin, c'est très intéressant pour lui, particulièrement le capitalisme transnational. C'est beaucoup plus facile de faire, quand on est une multinationale, pression sur une région que de faire pression sur un État. Parce que l'entité est plus petite, moins puissante, d'autant plus qu'on peut la mettre en concurrence avec les autres régions. Moi, je suis Amazon, je vais voir telle région, je vais dire qu'est-ce que vous me proposez si je m'installe, et puis ensuite je vais voir l'autre région. Je ne peux pas faire ça si les régions n'ont pas ces compétences-là, et si je dois dealer directement avec l'État. Et là, le rapport de force n'est pas le même. Donc il y a un intérêt capitaliste aussi à ce truc-là. Quelles sont les compétences, dans quelle mesure ça s'exerce, quelles sont les compétences économiques des régions? Elles s'exercent comment? Puisqu'il n'y a pas d'impôts, quels peuvent être éventuellement leurs leviers, leurs incitations? Parce qu'on voit très bien aussi que ça va créer des inégalités entre les régions. Il y a déjà des inégalités entre les régions. Alors, à question de marxiste, réponse de centriste, la décentralisation, ça, notamment sur le plan économique, ça crée de la créativité. Dans le sens où il y a des régions qui vont, en fonction de leur structure historique, des bassins de vie, qui sont plus ou moins spécialisés. Par exemple, c'est évident que... Le public pourra réagir après. Hein. Gardez vos remarques et tout. Après, vous pourrez réagir. Mais je me suis pas mis cette petite pique. Vas-y, vas-y, on te laisse finir. C'est pour ça que je dis vraiment, si vous avez des questions, vous pourrez réagir après. Alors, la créativité. Créativité et spécialisation, surtout. Par exemple, vous
départements de la région dans lesquels il y a un savoir-faire extrêmement pointu. Vous prenez la vallée de l'Arve et la problématique du décolletage, il n'y a nulle part en France sur lesquels vous avez une spécialisation qui est telle. Vous prenez les nanotechnologies à Grenoble, il n'y a aucun autre centre en Auvergne-Rhône-Alpes dans lequel vous avez ce degré de précision et cette excellence. Et la concurrence, finalement, décentralisation ou pas, elle s'exercera. Oui, mais Amazon, je prenais l'exemple d'Amazon. Amazon emploie des gens avec peu de qualifications, etc. On est vraiment dans le secteur du service. Il n'y a pas de besoin de spécialisation pour un entrepôt Amazon. On n'est pas dans les nanotechnologies. Là. Alors non, il n'y a pas besoin d'entrepôt pour Amazon, mais par exemple, ils ont fait le choix, et c'est par exemple d'Amazon, je crois, de se mettre à Montélimar. Pourquoi Montélimar? Parce qu'il se trouve qu'à cet endroit-là, il y avait une zone franche. Montélimar, c'est au bord du Rhône, donc pour les mobilités, c'est plutôt intéressant. Géographiquement, c'est à 1h30 de Lyon, à 1h de Grenoble, à 1h30 de Marseille. C'est pas loin des aéroports dans le Concerné, donc il n'y a pas que la logique économique qui prévaut pour ça, il y a aussi la logique territoriale, mobilité. Enfin, ils sont là dans une zone franche, donc la logique économique. La logique économique, oui, mais ils auraient pu essayer d'avoir une zone franche si elle n'y avait pas été. Enfin, il faut voir aussi qu'aujourd'hui. Une zone franche, c'est un régime fiscal plus avantageux. Bon, il va y avoir moins de prélèvements. Donc, c'est quoi les compétences économiques là, Alors, la compétence économique de la région majeure, c'est que la région est la seule collectivité à pouvoir accorder des aides directes aux entreprises. Donc, c'est pas sous forme de crédit d'impôt, les incitations, c'est directement un chèque. Exactement. Et c'est la seule collectivité qui peut se le permettre. Et d'accord, c'est ce qui est assez particulier, parce qu'on voit aussi des gens qui s'installent, qui prennent le chèque, qui ferment, qui repartent. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et il n'y a aucun moyen d'éviter ça. Mince alors. Après, c'est une question de confiance. À un moment donné, quand vous aidez quelqu'un, quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, qu'est-ce qui vous dit qu'il va vous le rendre? C'est la confiance. Moi j'ai une question qui est une question de démocratie, parce que je reprends l'exemple de la métropole. L'OL a fait construire un stade à Dessines. Et en fait, comme, alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne dans le détail, mais il fallait que toutes les villes de la métropole lyonnaise, à la majorité, acceptent que le stade soit là. Il y a des communes de gauche qui sont opposées au stade. Et en fait, du coup, il y a eu des négociations avec ces communes, où en fait, pour leur faire accepter, on leur a dit, bah voilà, je sais pas, genre à Vaux-en-Velin, on disait, bah non, nous on est contre. Ah ouais, mais si vous dites oui, on vous fait une ligne de tram. Et puis on peut mettre 20% des modèles qui vont bosser, du coup, etc. Du coup, moi, la question que je pose avec la concurrence, c'est ça. Est-ce que finalement l'économique ne va pas encore plus prendre le dessus sur le politique? Et finalement, les prises de décision, elles seront directement biaisées. Et toi, en tant que citoyen ou en tant qu'habitant du bassin, tu peux rien dire. Un autre exemple, l'Hôtel Dieu à Lyon. L'Hôtel Dieu à Lyon. L'Hôtel Dieu à Lyon, il y a des gens qui ont gueulé en disant, des gens sur l'identité, des gens qui sont plutôt de droite d'ailleurs, quand ils attendez, c'est un centre historique de médecins, pourquoi vous refaites un centre commercial, etc. Et du coup, les impôts vont augmenter, et donc Lyon va devenir sans doute une capitale européenne, mais les gens qui seront là, qui c'est qui habitera? Je pense qu'il y a un problème de démocratie là-dedans. Je sais pas ce que tu en penses par rapport aux concurrences et machin. Du coup, il n'y a plus de démocratie, donc tout se décide sur l'économie et ce qui est le plus avantageux. Et on décide de plus rien et tout va se gérer d'un point de vue administratif. Donc en gros, je vais juste dire, en gros c'est la décentralisation administrative et économique, oui. L'autonomie administrative et économique, oui. L'autonomie politique des individus qui veulent plus de démocratie directe, non. C'est ça un peu l'idée. Oui, il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, sur ton dernier point, la démocratie directe. Si on regarde sur les 12 derniers mois, combien de fois on s'est rendu au bureau de vote, du moins combien de fois on avait la possibilité de se rendre au bureau de vote, la démocratie directe, elle joue quand même son rôle par régime. Si on prend primaire de droite, primaire de gauche, premier tour présidentiel, deuxième tour, premier tour législatif, deuxième tour, c'est pas très direct. Enfin, on va aller voter pour toutes ces élections, déjà, sans les qu'une, c'est la présidentielle. Oui, mais tu fais passer le bureau de vote. Et les législatives n'étant que le tampon final sur la présidentielle. Bon, c'est pas très. Oui, mais la démocratie directe, elle marche quand même à plein régime. C'est pour des élus, c'est pas pour des lois.
C'est pas des décisions, c'est pour des GU qui font des... Alors, je pense qu'on va commencer, parce que le truc, c'est qu'il y a une captation, et si t'as pas de micro, on va pas t'entendre. On va peut-être commencer à faire tourner peut-être un peu le... Juste, dernier point de vue. En fait, moi, le lien, je le faisais là, en fait, entre les deux invités, c'est de dire que d'un côté, on a l'Espagne qui demande une autonomie politique, et de l'autre côté, en fait, la Catalogne, pardon. La Catalogne, je vais finir pendu dans la rue. Non, la Catalogne qui demande une indépendance, une autonomie politique, et de l'autre côté, en fait, on voit bien qu'en France, en tout cas, dans le cas qui nous intéresse, l'autonomie politique non, l'autonomie administrative économique oui, et du coup, c'est là où je pense que la jonction, elle peut être faite, et le débat, il peut aussi porter là-dessus. Mais après, ça peut porter sur ce que vous voulez, vous êtes libre. Disons qu'effectivement, Soyez créatifs. ce qui va aujourd'hui... Non, je ne veux pas. Ce qui va aujourd'hui structurer les futurs rapports entre les différentes régions, et là où on verra le degré d'autonomie, c'est les régions qui peuvent voter des lois et les régions qui ne peuvent pas le faire. Et voilà, parce que c'est vrai que quand on compare à l'Allemagne, il y a une autonomie législative aussi, que nous on n'a pas du tout, il y a une autonomie de gestion, mais on voit très bien que quand on laisse que la gestion, les gens se retrouvent obligés de gérer. Bon, toi tu dis le bon sens, le fait qu'on gère mieux de près, mais gérer dans une logique qui ne peut pas être infléchie par des choix locaux démocratiques. Voilà. Donc c'est peut-être la limite du truc. Et on va peut-être commencer à faire tourner le micro. Est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a des gens On n'a pas fait il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est la liste des compétences, liste peut-être simple et rapide qu'on peut peut-être faire maintenant, liste des compétences des régions. Donc, très rapidement, il y a donc tout ce qui est développement économique, puisque la région est chargée d'élaborer le schéma régional d'économie, d'innovation, d'internalisation, la CR2I. Aménagement du territoire, donc c'est très vaste, mais c'est bien réel, et dans une région aujourd'hui, vous avez à la fois la métropole de Lyon, mais aussi des départements et des zones beaucoup plus rurales, dans le Cantal, dans l'Allier, en Ardèche, Haute-Loire, etc. C'est une vraie problématique, l'aménagement du territoire. Il y a les TER, qui constituent environ un tiers du budget régional. C'est important. Les lycées, colossales, et la formation professionnelle et l'apprentissage. Et je voudrais revenir sur, parce que ça appuie un peu ce que je dis, sur ce que tu as dit en premier, sur la compétence. Tu m'as dit développement, internationalisation et innovation. C'est ça, voilà. Donc c'est une compétence qui dit déjà ce que la politique qui est censée être menée. Et le tout en concurrence avec les autres territoires. Normalement, chaque région élabore son schéma. Oui. C'est un peu elle veut être attractive par rapport à qui? Par rapport aux autres territoires. Oui, mais attractif dans l'absolu. On est attractif parce qu'on va prendre des choses qui n'iront pas ailleurs aussi. Et d'autant plus que c'est la Constitution qui fixe les trucs, donc tu ne peux pas faire ton propre projet. Si tu veux faire un projet d'autogestion anarcho-radicaliste, non, on va dire c'est pas innovant, internationaliste. Alors, c'est pas internationaliste. Le projet anarcho, c'est pas en Auvergne qu'il faudra le faire, à mon avis. Mais en tout cas, s'il y a des projets d'expérimentation, c'est possible, puisque et c'est encore une des avancées de la loi de décentralisation de 2003, c'est que le droit à l'expérimentation pour les collectivités est reconnu dans la Constitution. Donc ça peut ouvrir des perspectives. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'heure actuelle, veut lancer une expérimentation au sujet des apprentis. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place en lien avec le gouvernement pour essayer de voir comment essayer de lever un certain nombre de freins. Oui, pour donner de l'argent aux entreprises pour qu'ils fassent des apprentis. Pour que les apprentis puissent se former pour demain être des salariés qui auront un boulot fort de leur expérience. Et j'ai lu tout à l'heure que la quatrième étape de la loi de décentralisation, on ne sait pas si les 3 étapes d'avant c'est pertinent de les penser comme ça, non? C'est ça un peu le truc? Ou j'avais lu ça tout à l'heure, peut-être que... C'est une façon de voir les choses qui n'est pas tout à fait la mienne. D'accord, j'ai lu ça sur Wikipédia. Bon, on va faire tourner un peu le micro. Est-ce que vous avez des observations ou des choses à dire? Tout à l'heure, là, ça parlait quand il n'y avait pas de micro. Maintenant, on vous donne un micro. Eh ben vas-y, gars, je te lègue ma place. Moi, je vais me prendre un verre. Parce qu'on est très créatifs, on a des bonnes brasseries. Alors bonjour, donc moi c'est Olivier. Déjà, je voudrais saluer le courage de venir dans un repère de gauchistes sanguinaires, couteau entre les dents, c'est assez courageux. Non, mais c'est bien de voir. Ouais, alors personnellement, sur les créations de régions, j'ai vraiment pas d'avis et je me pose pas mal de questions, mais je sais pas où ça mène. Mais on a parlé de plusieurs trucs qui peuvent être contradictoires. Donc,
moi, j'aimerais savoir si on a parlé des différentes étapes, si on prolonge le fil, quel est le but en fait de créer la région? Est-ce que déjà c'est en lien avec effectivement la construction européenne? Est-ce que c'est vraiment un projet européen? Et quelle est la finalité? Parce que par exemple, pour le cas de la France, qui est un État extrêmement centralisé, enfin extrêmement monarchique, on sait que la Ve République donne énormément de pouvoir au président, le Parlement est très faible comparé à des pays, même des pays qui ont encore des rois, qui sont... Bon, monarchique, c'est un peu fort, mais exécutif fort, on va dire. Voilà, enfin, Non, je suis d'accord avec le monarchie. et donc là, vis-à-vis de la France, si ça donne plus de pouvoir aux régions, ça veut dire que ça mettrait quelque part fin justement à ce régime Ve République. Autre chose, je pensais, il y a eu un truc, donc c'est une autre question là, un truc un peu contradictoire, enfin qui m'a un peu interrogé. On a dit que les régions ne peuvent pas récolter d'impôts sur la carte grise. Et on a aussi parlé que peut-être ça peut être intéressant que les entreprises viennent s'implanter dans tel endroit si elles ne récoltent pas d'impôts. Comment ça se passe, enfin, vis-à-vis du problème d'évasion fiscale et tout, enfin, moi je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe? Parce que justement, si elles ne peuvent pas récolter d'impôts et que ça peut être avantageux, enfin, comment ça marche, comment ça s'annonce et comment ça pourrait marcher, et même si on envisage le pire cas. Voilà, donc la question c'est quel est le but déjà officiel de la création de la région, et puis peut-être votre avis personnel, si peut-être le projet officiel ne serait peut-être pas forcément le vrai projet. Conspiration, et ben on sait que c'est tout ça est tiré depuis Moscou, quoi. Évidemment. Voilà, merci. La version officielle, je ne la connais pas, parce que j'étais pas dans le bureau de François Hollande lorsqu'il a décidé de le faire, mais je pense qu'on était trop dans un... Il faut absolument clarifier toutes les compétences des collectivités, parce qu'il y a trop de collectivités et trop de compétences partagées. Commune, intercommunalité, département, région, ça fait beaucoup trop. Il y en a une ou deux de trop. Donc l'idée de faire des grandes régions, c'est comme ça que j'interprète, hein. Mais c'est demain avoir deux niveaux de collectivité. Une intercommunalité extrêmement renforcée, sur la base de ce que sont aujourd'hui les métropoles, tellement puissante que le département, par exemple, du Rhône est supprimé et dissous dans la métropole de Lyon, et des régions puissantes avec, encore une fois, des compétences élargies. L'idée, on ne va pas se le cacher, c'est faire des économies. Parce que La dette. La dette, déjà, Ça crée des fonctionnaires. les moyens de doublons et plus il y a d'argent pour les investissements. Donc aujourd'hui, la collectivité, la région, c'est censé être avec l'intercommunalité la collectivité d'investissement qui a les moyens de mettre l'argent dans les projets. La commune, c'est devenu un relais de proximité, mais qui a plus suffisamment les moyens d'agir. Parce qu'encore une fois, la commune a subi de plein fouet l'appel des dotations de l'État. Toutes les communes ont engagé des plans d'investissement, de réduction des dépenses drastiques. Et pour la première fois, la Cour des comptes a sorti un rapport il y a 15 jours dans lequel on voit que le niveau d'investissement du bloc communal a considérablement chuté depuis 3-4 ans. Sans blague. Et c'est la première fois. Et le problème, c'est que des collectivités qui n'investissent plus, c'est des entreprises qui travaillent moins et donc qui salarient de moins en moins. Moi j'ai une question par rapport à ça. Macron veut enlever les impôts locaux, enfin il veut diminuer les impôts locaux. Ça aura quel impact sur les régions et sur le budget des régions, des communautés, etc. Uniquement des communes, du coup, puisque ça touche la taxe d'habitation. Donc l'idée c'est de supprimer la taxe d'habitation et apparemment elle serait compensée à l'euro près par l'État. Donc généralement quand l'État annonce une suppression de dotation qui compense, la compensation dure 2 ans et ensuite c'est terminé. Donc ça peut, si le gouvernement est très cynique, ce que je ne voudrais pas essayer de croire, parce que c'est mal placé de ma part, mais à terme ça peut mettre les communes à genoux. Et quand on sait qu'il y a 36 000 communes en France et que c'est beaucoup trop, vu qu'il y a en tout dans l'Union Européenne 70 000 communes et qu'il y en a 36 000 juste en France, ça fait juste quand même réfléchir un petit peu. On pourrait penser qu'il y a une volonté de réduire drastiquement le nombre de communes, voire à terme de les supprimer. Ou alors de déléguer aux régions certaines... Mais plutôt aux intercommunalités. Voilà, c'est ça, oui. Elles le font déjà. Parce que là où c'est inquiétant, c'est qu'on a l'air de se dire bon, il y aura peut-être moins de mecs pour couper les tuyas de la mairie,
je sais pas quoi. Mais ce qui peut arriver aussi, et ce qui commence déjà à arriver, c'est des communes qui se regroupent. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent plus à gérer l'entretien des routes. Et si on leur coupe bel et bien les budgets, la taxe d'habitation, etc., ce qu'on peut arriver aussi, c'est avoir un réseau routier qui se dégrade dans les 10 ans, par exemple. Pas sur les grands axes, pas dans les métropoles, mais dans les territoires les moins attractifs, etc., où là, il y a des territoires qui vont être asphyxiés et il va y avoir on va le voir dans le paysage, ça va se voir, ça. C'est un risque. Il y a un risque qui existe. Après, tu parles des routes, je ne sais pas comment est-ce que quel curseur choisiront où choisiront d'orienter le curseur pour les communalités, les intercommunalités, pardon, pour le financement des routes. Mais effectivement, le risque, c'est qu'il y ait des projets à court terme, des missions de service public qui ne puissent plus être assurées comme elles sont aujourd'hui. C'est ça le génie du truc, c'est que derrière, il va falloir faire venir du privé s'il n'y a plus de public. Et asphyxier de la sorte les communes, c'est aussi ouvrir tout un tas de nouveaux marchés pour des entreprises privées qui vont remplir des missions qui jusque-là étaient remplies. On sait très bien en plus, bon, le problème c'est que ça coûte plus cher, mais c'est comme ça que ça va se faire. Les capitalistes sont extrêmement contents de voir tous ces nouveaux marchés s'ouvrir. Il y a peut-être une volonté comme ça. Pardon, ou alors les communes délèguent aux associations. Ça se fait de plus en plus et du coup. Peut-être pas la construction des routes, mais. Non, pas la construction. Non, mais genre pour certains. Non, évidemment, mais pour tondre les pelouses. Ben non, mais je sais que pour certains services, en tout cas, notamment tout ce qui est services culturels, tout ce qui est aide à la personne, etc. C'est beaucoup d'assauts et en plus pour les faire reposer ça sur du travail gratuit. Et pour les élus, c'est encore plus bénéfique parce que c'est de dire on aide ton asso si tu nous aides à avoir des voix pour pouvoir être élu. Après, tu as le clientélisme qui se met en place. Enfin, c'est un des biais qui est observable aujourd'hui. On fait une projection là optimiste. Hein, mais... Après, il ne faut pas oublier aussi que la fusion des régions, elle a engendré des économies considérables, du moins dans certaines régions. On va prendre le cas ici, puisque c'est celui dont on connaît mieux et il y a une communication qui a été largement faite autour de ça. Mais en 2 ans, c'est près de 150 millions d'euros d'économies de fonctionnement. Donc il faut bien voir aussi que le fait de rationaliser les collectivités entre elles, ben forcément, quand vous prenez 2 régions dans lesquelles vous avez 2 administrations identiques, le jour où vous regroupez, ça fait des doublons et donc des départs à la retraite non remplacés. Et encore une fois, c'est peut-être moins de personnes, mais c'est plus. On parle de départ à la retraite non remplacés. Ouais. Donc, de toute façon, c'est très simple. Oui, mais enfin bon, c'est un poste qui n'est pas créé du coup. Oui, c'est un poste qui n'est pas maintenu, donc. Mais c'est pas pour autant qu'on crée du chômage. On n'est pas à le résorber, mais si on crée du chômage en faisant ça, parce que si on remplace le départ en retraite, voilà. Ouais. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière de voir les choses. Sur les regroupements, de toute façon, c'est pas spécifique aux régions. À l'université, c'est ce qu'ils sont en train de faire, notamment l'université de Lyon qui comporte Lyon 1, Lyon 2, Lyon 1, enfin tous les trucs, même l'université de Jean Monnet à Saint-Étienne, donc l'université de Lyon c'est aussi Saint-Étienne. Il y a plein de pôles qui se regroupent. On a regroupé récemment, ça fait peut-être, je sais pas, non, il y a un peu moins de 10 ans, le trésor public et les impôts. Maintenant c'est le centre des finances publiques, alors qu'avant les gens qui vous faisaient vos impôts et ceux qui encaissaient c'était séparé pour pas qu'il y ait de... Les ACDIC à la NPE. Et c'est ça, qui fait Pôle emploi. Et ça, je pense que les régions, ça contribue aussi à ça. Et il y a des problèmes, et il y a des gens qui s'opposent à ça, notamment identitaires. Enfin, moi, toute ma famille est dans les Vosges, et je peux te dire que quand ils ont fait la Grand Est, les habitants de l'Alsace, ils ont gueulé, ils ont dit non, il y a notre Vosges qui sépare, c'est les pauvres, nous on est riches, on ne veut pas être avec eux. Et non, c'est vrai. Hein, ça... Si vous voulez intervenir, et si vous avez. Ah, vas-y, tu vas intervenir là-dessus. Vas-y, ah, c'est pour ça. Ouais, même si vous voulez qu'on revienne sur la Catalogne, s'il y a des trucs. Oui, en plus, ouais, voilà. La Catalogne. Allez. Ça nous interroge, la Catalogne. Ça interroge toute l'Europe et en France, ouais. Fatalement. Un chauve peut laisser la place à un autre chauve. Ça va, moi demain. Alors moi j'ai beaucoup de sympathie pour le Catalogne, parce que j'ai un ami de longue date qui m'en avait parlé il y a quelques années. Et je salue globalement l'esprit pacifiste du mouvement en général. Et je constate la désinformation de masse sur le sujet. Et j'ai 2 questions. J'avais oublié. La deuxième, c'était comment vous avez pu croire. Enfin, j'ai l'impression que vous comptiez sur le fait que l'Europe allait vous aider.
ou sur le fait que d'autres pays allaient vous supporter dans votre indépendance? On avait l'espoir, un peu. Mais on a déjà vu que l'Europe, là, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert l'Europe. Vraiment. On ne sait pas vraiment. Parce que nous, on s'est dit, si finalement on devient indépendant, il y a beaucoup de monde qui me dit, est-ce que vous voulez être dans l'Europe si vous êtes indépendant ou pas? Et là, ce n'est pas vraiment la question. On a plusieurs avis. Mais finalement, on sait que si on devient indépendant, c'est l'Europe qui va venir nous chercher parce qu'économiquement, on va l'intéresser. Mais si la police nous tape, si y a des droits humains qui ne sont pas respectés chez nous, on n'est pas intéressant pour l'Europe. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien. Et la première question, je me rappelle maintenant, c'était, j'ai lu un article sur Mediapart, d'un universitaire catalan, qui parlait du fait qu'il y avait plus ou moins un plan pour l'indépendance, comme quoi il fallait que 70% ou 80%, je ne sais plus, des Catalans qui votent au référendum. Ça vous dit quelque chose? Ou je réponds des bêtises? C'est qu'il y avait des conditions, c'est que l'indépendance serait déclarée si plusieurs pays étaient de votre côté et si un nombre suffisant de Catalans avaient voté, pas oui, mais avaient participé au référendum. On l'a déjà déclaré. Oui, je sais. Je sais, justement. Alors lui, c'était un pro-indépendantiste. C'était un pro-indépendantiste. Mais lui, il n'était pas d'accord avec... je ne sais pas trop comment on prononce Puigdemont, comment on dit? Puigdemont. Il n'était pas trop d'accord avec lui parce que pour lui, il a précipité l'indépendance alors qu'il aurait dû d'abord chercher le support d'autres États au sein de l'Europe. Qui sont les alliés de la personne? On ne sait pas exactement parce que chaque jour on reçoit différentes informations. Alors là, les dernières semaines, c'est un peu chaotique tout ça. Bon, les Slovénie, oui. Qui ça? La Slovénie? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Après, il y a des pays où une partie du gouvernement dit oui et l'autre non. Et on ne sait pas exactement. Parce qu'il y en a qui disent oui, peut-être, mais pour l'instant, ils sont en train de rien faire. Personne n'a rien fait. Alors, il y a d'autres gens qui veulent participer. Je vais demander à Grégoire peut-être de te remplacer. Merci d'être venu poser quelques questions. Grégoire, on a dit à Grégoire de participer. Voilà, il faut Grégoire. On a mieux organisé. Merci. Alors, j'avais d'abord une petite remarque sur la façon dont ont été abordées les choses sur la décentralisation. Je ne pense pas que ce soit une affaire de gauche ou de droite. Et je ne pense pas que ce soit incompatible avec la Ve République, parce qu'en 69, De Gaulle s'est fait dégager sur cette question de la décentralisation. Il y a eu un référendum en 69, il y a eu un vote majoritaire non, et De Gaulle a démissionné. Il n'y avait pas que ça, mais... Absolument. Mais c'est pas moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la décentralisation, c'est de droite. Je dis, on fait une décentralisation de droite. C'est la gauche qui l'a mise en place. Mais oui, mais c'est quelle gauche? Oui, c'est tout le problème. On est d'accord. Alors après, j'avais deux questions. Déjà, je pense que c'est assez délicat de mettre en parallèle ce qui se passe en Catalogne avec la décentralisation française. Je pense que ça n'a strictement rien à voir. La première, Catalogne, je pense que c'est un processus démocratique de la population. S'il n'y avait pas la masse de la population catalane qui était descendue dans la rue, il n'y aurait jamais eu de déclaration de l'indépendance. Alors qu'en France, la décentralisation, c'est un processus qui vient d'en haut, c'est bureaucratique. Je pense. Ah, j'ai pas dit que c'est la même chose. Non, mais je donne mon point de vue. Du coup, j'ai une question. Est-ce que ce qui rapproche les velléités de combat contre la décentralisation en France, les Grecs qui manifestent contre les privatisations, y compris les Catalans quand viennent demander la question de l'indépendance, est-ce que justement ça ne vient pas des critères de l'Union européenne et notamment la baisse des dépenses publiques?
avec l'histoire des 3%, on en revient à ça, et vous l'avez très bien expliqué, je pense que ça a un rapport avec la décentralisation qui sert à faire des économies. Donc c'est une première question, est-ce que tous ces problèmes-là ne sont pas centrés sur la question, cette Union européenne-là et ces 3%, on n'en veut pas? Et la deuxième question, c'est Carla, c'est ça? Tu as dit, nous avons déclaré l'indépendance. Je partage ce point de vue. Il y a des élections qui sont convoquées de concert par Rajoy et Puigdemont le 21 décembre. Qu'en pensent les Catalans? Parce que je sais qu'il y a un processus avec des comités de défense de la République qui se constituent partout et qui disent on ne va pas arrêter. Donc voilà, la question des élections du 21 décembre, qu'est-ce qui va se passer? On commence par ça peut-être? Ouais. C'est vrai. Bon, au début, on s'est dit, parce que là, chaque jour, il y a beaucoup de choses qui changent, mais au début, on s'est dit, pourquoi ces élections? On a déjà voté, on a dit oui, et on a déclaré l'indépendance, c'est bon. Mais bon, on a vu que ça, pour le gouvernement espagnol, c'est pas bien vu. Ils sont en train d'appliquer l'article 155. Ils nous ont pris tout le pouvoir, tout le budget. Ils ont mis la police espagnole, tout ça. Et alors, finalement, on a dit, d'accord, nous, on a déjà fait notre référendum, mais on voit que niveau européen, niveau mondial, si on vote là, le 21 décembre, et on dit oui, tout le monde va nous croire et tout le monde va dire d'accord, la Catalogne, vous pouvez faire ça. Et on a dit d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça fait 20 jours qu'on a des prisonniers politiques. On a deux personnes qui ils sont même pas politiciens, ils sont deux personnes qui gèrent des groupes citoyens pour l'indépendance. Ça fait 20 jours qu'ils sont en prison. Après, depuis jeudi, on a notre vice-président de la Catalogne, Oriol Junqueras, et 4, 9h, 5, non, ils sont 8. 7 conseillers, on dit conseiller ici en France? Pour dire conseiller, oui, mais... Ouais, ministre, oui, mais nous on ne dit pas ministre, mais bon, pour nous comprendre, avec ces ministres qui sont en prison depuis jeudi. Après, le gouvernement a dit qu'il faut aller en prison. Le président Puigdemont, il est en Bruxelles avec 4 ministres. Ce matin, il est allé à la police pour dire d'accord, je suis là. Et on a jusqu'à demain matin à 9h pour voir qu'est-ce qui se passe si la Belgique amène Puigdemont en Espagne pour aller en prison ou pas. Alors, on ne comprend pas pourquoi il y a des prisonniers politiques au XXIe siècle, ça pour commencer. Mais après, si on a dit, d'accord, on fait des élections le 21 décembre, comment on peut faire des élections légales si on a tous nos politiciens en prison? Ça c'est légal. Là, ils sont en train de former de faire des nouveaux partis politiques avec des personnes de droite qui viennent du gouvernement espagnol pour dire, allez, vous pouvez choisir. Qu'est-ce qu'on peut choisir? En plus, ils ont dit que si le résultat du 21 décembre, c'est des partis pro-indépendance, ils vont continuer à appliquer le 155. En plus, ils ont choisi une entreprise qui s'appelle Indra. C'est une entreprise qui fait les élections, qui fait les rencontres de vote. Indra
vous pouvez chercher. Il a fait des élections en Argentine et dans des autres pays. Et il y a eu des procès. Indra, il a manipulé complètement tous les votes. Alors, pourquoi le gouvernement espagnol, il veut précisément Indra pour faire les votes? Alors oui, on a dit, d'accord, on va voter le 21 décembre, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a pas mal de gens qui habitent pas en Catalogne, qui est en train de vérifier s'il est dans les listes pour voter depuis l'extérieur. Et tout d'un coup, ils ne sont pas dans les listes. Il y a des mystères qui sont en train de se passer qu'on ne sait pas. Si on rajoute à ça les prisonniers politiques, etc., la situation est juste d'être de plus en plus tendue. Enfin, t'es optimiste ou pas? Parce qu'on va bientôt devoir conclure, on va faire la deuxième partie des questions, on va faire intervenir encore une dernière personne. Mais t'es optimiste ou tu penses que ça peut dégénérer ou tout le monde est tendu là? Moi, par rapport à l'Espagne, je ne suis pas du tout optimiste, mais je sais que là, on ne peut pas aller en arrière. Les Catalans, on a décidé d'être indépendants. Peut-être on va mettre plus de temps que prévu. On savait que ça allait pas être pas facile, hein. Mais là, c'est fait. Les Catalans, on va être indépendants, c'est un pays. Et une petite chose que j'aimerais bien dire, que Grégoire a dit un peu, c'est que il y a pas mal de monde qui me dit « Ah, mais tu suis Puigdemont, tu es d'accord avec Puigdemont ?» Et j'ai dit « Puigdemont, c'est la personne qui est là maintenant. C'est tous les Catalans, ça fait des années, mais surtout les 10 dernières années, qu'on sort chaque année pacifiquement, parce que là, on l'a démontré, on sort pacifiquement dans la rue, on dit « On veut être indépendant. » Et on a exigé à nos politiciens, on leur a dit on veut que vous faites ça. C'est pas eux qui ont choisi les politiciens de dire ah là d'accord, vous voulez l'indépendance ou pas? Non, non, c'est le peuple. Les Catalans, on veut être indépendants et on va l'être. Alors on n'a pas beaucoup d'espoir en l'Europe, on n'a pas beaucoup d'espoir en l'Espagne, mais on pense que petit à petit, quelqu'un va réagir parce que on voit que nous, on est pacifistes et le gouvernement espagnol, il utilise que la force. Et au bout d'un moment, coucou, ça c'est... Il y a un manque de courage des pays autour, mais je pense que l'image qui a été donnée par la répression du dernier vote, etc., c'est une dictature. Clairement en faveur c'est une dictature. Même si on doit dire que on doit mettre le panneau démocratie, c'est une dictature. Complètement. Alors je remercie Grégoire d'avoir pointé du doigt le fait que ces deux sujets n'avaient rien à voir. Hein, on s'arrache à essayer de créer une cohérence, à faire des transitions, etc. Toi tu arrives, tu dis c'est pas du tout pareil. Oui, d'accord, mais faut bien. Non, je suis pas d'accord, on en discutera autour d'une bière. Dernière intervention, peut-être, on a juste 10 minutes, c'est Victor. Attends, parce qu'il avait parlé de la question des déficits, je donne mon micro avant tout, et de la règle des 3%. Est-ce qu'il y a une cohérence entre faire la décentralisation, supprimer des services publics, supprimer des échelons de décision publique et maintenir cette dette sous les 3%? Alors, l'histoire des 3%, Grégoire, je suis assez d'accord avec toi. En fait, pourquoi il y a une règle de 3%? Tout simplement parce que l'idée de l'Union européenne, c'est quand même de vivre ensemble. Et quand on vit ensemble, il faut mettre des règles. Les 3%, c'est une règle comme une autre. Il y a 5 critères de Maastricht, dont les 3%. C'est arbitraire, mais c'est comme ça. Et tout le monde a signé. Tout le monde a signé. Donc il se trouve que tous les pays ont signé l'adhésion à Maastricht. Si quelqu'un dit le contraire, il y a peut-être des informations que je n'ai pas, mais jusqu'à l'heure du contraire, tout le monde les a signés. Alors effectivement, fort de ça, pour rentrer dans les clous, chacun fait des efforts. Les efforts, elles passent à des endroits par des politiques d'austérité, comme ça a pu être le cas en Grèce, et ça peut être parfois un peu violent. La France essaie de faire des économies en changeant un peu la façon de fonctionner de ces collectivités. Est-ce que c'est la bonne solution? Franchement, pour l'instant, c'est la seule qui a été appliquée, donc je ne sais pas si c'est la bonne ou pas, mais en tout cas,
c'est la seule qui a été appliquée. Et sur la question de la décentralisation de gauche ou de droite, je pense qu'aujourd'hui, la décentralisation, c'est plus de gauche ou plus de droite, mais effectivement, à un moment donné, c'est la gauche qui a initié le mouvement. Non. Enfin, oui, mais non. C'est vrai. Mais non, mais parce qu'une décentralisation, ça peut... C'est ce que je disais tout à l'heure dans le fait que dans les demandes d'indépendance, on pouvait voir une volonté qu'on voit dans toute l'Europe de démocratie plus rapprochée un petit peu des acteurs et des territoires. Bon, c'est pas du tout comme ça qu'est construite la décentralisation française, qui est construite pour rapprocher les acteurs économiques d'institutions sur lesquelles il est plus facile de faire pression, de les mettre en concurrence les unes avec les autres. Voilà. Donc, qu'on a fait une décentralisation de droite. On peut dire que c'est la gauche qui l'a faite. Bon, on peut dire quelle gauche, voilà, la gauche de Rocard, on peut refaire le débat. Mais par contre, là où moi ça m'intéresse, c'est que pour moi c'est un angle mort de la gauche de chez nous. Parce que, par exemple, à la France Insoumise, on a très peu de... je ne sais pas la France Insoumise, mais par exemple, la France Insoumise est plutôt jacobine. Mélenchon, il est très République, l'État, machin, et c'est un angle mort pour lui de tout ce qui est une véritable décentralisation politique, de comment on peut donner des pouvoirs aux collectivités territoriales, etc. Et c'est pour ça que je me disais que c'était intéressant qu'on en parle aussi entre nous, parce qu'on peut imaginer une décentralisation qui soit de gauche. On peut imaginer des régions auxquelles on attribue d'autres compétences que d'essayer juste de rendre leur territoire attractif pour les grandes entreprises. Donc voilà, c'était en ça que je voulais... Je trouve que c'est un peu réducteur de dire que la décentralisation, c'est fait pour rendre le territoire attractif pour les grandes entreprises. Je trouve un petit peu réducteur. Les régions, elles ont toute la formation professionnelle. C'est à quoi ça sert aussi. Mais c'est un budget colossal. Je sais que c'est un budget colossal, mais il est donné à qui ce budget? Il est donné à des organismes de formation, le plus souvent privés, et de plus en plus privés. Mais les organismes de formation, c'est géré par l'argent des syndicats, syndicaux et patronaux. Non mais c'est la guerre froide. Non mais en plus on a même des exemples, il y a eu une lanceuse d'alerte il n'y a pas longtemps qui pointait du doigt le fait que dans la région il y avait un certain nombre de crédits à la formation qui étaient tout à fait détournés, un par quelques élus, avec la complicité de quelques entreprises de centres de formation. Ça ouvre aussi, tu vois, ça ouvre aussi une porte considérable à tout un tas de magouilles avec des... On sait très bien que l'argent à la fin... Là c'est leur grand fantasme en ce moment, j'arrête avec ça. Mais quand vous entendez formation, flippez. Parce que plutôt que de vous donner des droits au chômage, on va vous donner des droits à la formation là, dans les années à venir. Des droits à la formation, et la formation c'est un marché. C'est un marché en formation d'ailleurs, qui est de plus en plus... voilà. Et les capitalistes sont très très contents de cette histoire de plutôt que de faire de la solidarité, de faire de la collectivisation et d'accorder des droits aux gens, on va leur accorder des droits à dépenser de l'argent public dans des organismes privés de formation. Ça va arriver à balle. Je veux juste prévenir là-dessus. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout contradictoire, ce truc de formation avec ce truc d'attractivité. On voit très bien que le privé est en train de foutre ses tentacules partout et que ça participe aussi de ça. Bon, tu veux peut-être répondre un peu, mais surtout... Non, ouais, c'est la parole parce que ça ouvre un débat qui serait sans doute beaucoup trop... Voilà. Victor. C'est Victor, hein. C'est ça. Donc du coup, moi je vais revenir sur la Catalogne parce que comme ça on va sortir du débat guerre froide. Deux questions, une qui va être très courte et une qui est peut-être un peu plus compliquée. La très courte, c'est du coup maintenant que la Catalogne est indépendante, qui est catalan? Ah oui, est-ce que les Catalans qui habitent dans d'autres territoires vont être considérés comme catalans? Qu'est-ce que c'est avoir la nationalité catalane? Bon, par rapport à les personnes qu'on est nées en Catalogne, qu'on habite maintenant, on habite loin, on va continuer à être catalan, il n'y a pas de problème. Moi, pour le fait d'habiter en France, je n'ai pas changé, je n'ai pas la nationalité française. Alors, ça ne change pas. Hein. Je pense que sa question, elle concernait aussi la partie française de la Catalogne, notamment. Non, pas du tout en fait. C'est pas pour moi. Ça va en parler aussi. C'est un point intéressant, mais c'est vraiment poser à partir de quel moment une personne est catalane. Le fait qu'une nouvelle nationalité se crée, c'est tout un ensemble de mécanismes. Mettons, je me suis installé en Catalogne il y a 1 an. Est-ce que je suis catalan? Je me suis installé il y a 6 mois. Est-ce que je suis catalan? Est-ce qu'il faut être né en Catalogne? Comment ça se passe? C'est pas nécessaire d'être né en Catalogne. En plus, je ne sais pas techniquement comment ça va marcher, mais normalement, si on parle de notre pays, quand ça fait 1 année que tu es installé dans un pays,
tu ne prends pas la nationalité de ton nouveau pays, normalement. Mais de toute façon, il y a pas mal de personnes qui habitent en Catalogne depuis longtemps, qui sont pas nées en Catalogne, qui ont la nationalité espagnole maintenant et qui vont avoir la nationalité catalane. Je ne sais pas exactement, moi je ne peux pas te dire où est-ce qu'il y aura la limite, mais vraiment... Oui, ça n'a pas été tranché, ça. Est-ce qu'on file automatiquement la nationalité catalane à tous les habitants? Ouais, à tout le... Je sais pas, à tous les Résidents? Toutes les personnes qui ont la nationalité espagnole qui habitent en Catalogne, ça, bien sûr. Après, je ne sais pas exactement où il y aura les limites. Ça sera une loi... Mais du coup, moi j'ai une toute dernière question. Le périmètre de la Nouvelle-Catalogne, c'est quoi? Est-ce que c'est la Catalogne espagnole? Est-ce que dans votre esprit, c'est l'ensemble de ce qui s'appelle aujourd'hui la Catalogne, avec notamment du coup la partie française? Non, là c'est exactement la Catalogne, la communauté autonome, ouais. Même si historiquement on parle de pays catalans, quand on parle de pays catalans, on parle aussi de la... Oui, c'est quoi les régions françaises catalanes? Ah, je suis fatigué. Ouais. C'est quoi les régions Nous on françaises parle catalanes? de la Catalogne du Nord. Ouais. Pour vous, c'est quoi la Catalogne du Nord, du coup? C'est quels endroits? Moi, je sais pas. Pyrénées-Orientales, ouais, c'est ça, c'est Pyrénées-Orientales. Mais ouais, pour nous, le pays catalan, c'est ça, c'est Mallorca, c'est Valence, c'est une partie de l'Aragon, et c'est Sardaigne. Et en France, c'est quelle ville, du coup? Perpignan, toute la région du Sud. Ouais. Mais moi, je suis pas du courant. Mais c'est assez historiquement et c'est une partie où on partage la langue et certaines choses de culture. Mais pour l'indépendance, maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est la région... Mais Perpignan risque pas de demander à rejoindre le nouvel État catalan. Non, mais ils se sont offerts, ils ont proposé à notre président l'exil, d'aller en exil là-bas. Je ne ferais pas forcément confiance à la France, moi, au niveau de l'extradition, etc. Mais oui. Alors, tu avais un truc à ajouter? Oui, rapidement, mais du coup, je ne sais pas si ça va être possible de régler le truc, parce qu'il va falloir conclure. C'est par rapport à la manière dont s'est construit le mouvement catalan et surtout renforcé. Tu dis que c'est une aspiration du peuple et effectivement, post-référendum du 1er octobre, c'est pas quelque chose qu'on peut nier. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la prise de force du mouvement catalan, c'est pas aussi quelque chose qui est lié au divorce entre la droite catalane de Pujol et la droite espagnole nationale? Parce qu'à partir du moment où les centristes du PP, les centraux du PP, au sein de l'État central, n'ont plus besoin des votes des indépendantistes, eh bien, on a eu le début des réclamations, notamment de Artur Mas et de son pacte fiscal, pour avoir plus d'argent. Et est-ce qu'en fait, c'est, pour le coup, on faisait le jeu des boîtes tout à l'heure, indépendance de droite, indépendance de gauche, est-ce qu'actuellement, malgré Esquerra Republicana et la Coupe, est-ce que c'est pas une indépendance de droite? Est-ce qu'il n'y a pas des contingences électorales et stratégiques qui ont précipité ce truc-là? Et même formé, parce qu'avant que ne sorte l'idée du pacte fiscal, malgré tout, la Diada, la fête du 11 septembre, qui est la fête nationaliste, il n'y avait pas tant de monde que ça. C'est à partir du moment où il y a eu le pacte fiscal qu'on a commencé à avoir de grandes manifestations avec le million, avec les drapeaux indépendants. Oui, surtout, on dit qu'on a signé, on a voté le nouveau statut d'autonomie en 2006. Après, il y a eu la crise. Il y a pas mal de choses qu'on a additionnées pour dire non, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la faute de Rajoy? Complètement. Il a fait la meilleure campagne du monde pour qu'on devienne indépendant. Il y a pas mal de monde que le 1er octobre, ils ne voulaient pas aller voter. Ils ont allumé la télé, ils ont allé voter et ils ont voté oui.
Parce que en face, les réactions étaient. Ouais. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, mais je fais une petite conclusion, ou tu veux en faire une avant? Non, vas-y, non, vas-y, conclue. Moi, d'accord. Alors, conclure sur deux problématiques qui en effet n'étaient pas intimement liées. Et on a... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais bon. Non, mais si, parce que l'idée, vous voyez que dans les deux cas, on est revenu quand même, par exemple, le point commun, c'est pas mal l'Europe. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on construit, la place de l'État-nation, et puis à quel échelon on crée une démocratie, on dit l'autonomie. Il y avait des liens, voilà, il y avait des petits liens, voilà. Mais, on a parlé en français. Merci en tout cas d'être venu pour cette discussion. Je vois que la Catalogne a plus intéressé que la décentralisation, et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Merci énormément du coup à Carla, merci à Thibaut, et merci à Thibaut, merci à toi. Et merci à moi, et merci à vous surtout d'être venus, et merci à l'Aquarium, à Damien, à Baptiste qui va se taper le montage de cette vidéo qui sera disponible sur YouTube d'ici quelques semaines. Yvan qui nous filme. Et on va boire des bières. Merci et à vous. prochain. Voilà, on peut tout à fait continuer à discuter de ces sujets-là pour le reste de la soirée. Ne séquestrez pas votre invité de centriste, s'il vous plaît. Non, on est responsable de lui. Sympa comme tout. Il est gentil. Oui, merci, vraiment. Voilà. On va faire confiance au capitalisme, t'en fais pas, l'innovation. Moi, je leur fais confiance, je sais que ça va bien se passer. Et on se revoit. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir été un porte-parole du capitalisme financier. Et on se retrouve le mois prochain, on n'a pas encore le thème du débat, mais on se retrouve le mois prochain, le premier dimanche de chaque mois à l'Aquarium pour la petite discussion politique. Merci d'être venus, merci d'avoir.